L'histoire commence alors que nous voyons des filles qui arrivent, et on leur charge des fûts de bière sur le dos et elles partent vendre. C'est un jour particulièrement bon. Il y a beaucoup de monde et il fait chaud, donc la bière se vend comme des petits pains. Parmi les filles, on voit une nommée Ruriko qui sort avec énergie pour vendre de la bière. Ensuite, on voit Murata, un employé de bureau tout terne, esclave de son sale boulot. Mais il a un endroit où il peut se détendre. Enfin, ça aurait été mieux. Il va au stade de baseball, mais il ne se mêle pas aux supporters. Ce n'est pas le genre à aller dans les tribunes animées ni un fan expert qui analyse les joueurs. Il vient juste s'écraser là, tout seul, un peu plus asocial et il se serait enfermé dans les toilettes. C'est alors que Ruriko interrompt son monologue pour lui proposer une bière. Il lui en achète une, car il semble incapable de dire non. Ruriko la lui sert, mais ce qu'il reçoit ressemble plus à un milkshake qu'à de la bière. Il lui dit qu'il ne faut pas exagérer, que ça ne ressemble même pas à de la bière. Elle lui répond que la mousse contient plus d'alcool et qu'elle lui rend service. Il ne peut rien répondre face à cette logique et l'achète. Ruriko éclate de rire en voyant qu'il a cédé et lui dit que ce n'était qu'une blague. Elle lui en sert une autre tout en commentant qu'il ne doit pas avoir beaucoup de succès avec les filles, ce qui est un peu embarrassant car c'est vrai. Murata se prépare à continuer à regarder le match, mais remarque que la fille s'est assise à côté de lui. Il lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle se repose, car porter tout ça n'est pas facile. Elle a un fût de plus de 20 kg sur le dos, en plus de l'argent, des bonbons, de la monnaie et des gobelets. Elle monte les escaliers tout en faisant 1000 choses. Et pourtant, les plus expérimentés peuvent vendre plus de 300 verres de bière par jour. Elle pensait qu'elle allait se remplir les poches, mais maintenant elle voit que c'est plus dur que ça en a l'air. Murata mentionne que si être jolie ne suffit pas, alors oui, ce doit être difficile. Ruriko remarque qu'il vient de l'appeler jolie, indirectement, et se rend compte quel est son type. Murata dit qu'il ne pensait pas à ça. Puis le batteur frappe la balle et réalise une super action qui enthousiasme Murata. Ruriko remarque son enthousiasme et lui demande pourquoi il ne se joint pas aux supporters. Il dit que c'est prétentieux pour un simple employé de bureau comme lui de penser qu'il peut encourager les joueurs. Eh bien, je ne savais pas qu'il fallait un doctorat pour encourager quelqu'un. Mais Murata trouve étrange que des inconnus encouragent les joueurs. Ruriko est d'accord avec moi, c'est une opinion ridicule, et pour le prouver, elle lui murmure une chanson de supporter à l'oreille et reconnaît l'effort qu'il met dans son travail. Murata en frissonne et reconnaît que ça fait du bien d'être encouragé, même par une inconnue. Après avoir prouvé son point, Ruriko se lève pour continuer à travailler, mais Murata l'arrête et lui demande une autre bière, montrant qu'il peut aussi soutenir une inconnue. Ruriko lui sert sa bière et lui dit que ça sonne comme une déclaration romantique, puis lui demande s'il est tombé amoureux d'elle. Murata pense qu'il n'aurait peut-être pas dû dire ça. Ruriko lui montre son badge pour qu'il se rappelle de son nom, puis s'en va. En arrivant aux escaliers, elle peut enfin respirer. Elle a suivi le conseil des anciennes et s'est montrée plus directe, mais elle n'a pas pu s'empêcher de ressentir des petits trucs. Elle reconnaît ses progrès et pense à fêter ça le soir avec une bière, mais se rend compte qu'elle peut le faire maintenant. Elle réfléchit à comment faire sans se faire virer, et en rêvassant, elle ne remarque pas qu'une fille essaie de lui acheter une bière. Quelques jours plus tard, Murata retourne au stade. Cette fois, il a apporté un bon bento pour accompagner le match. Il n'a rien mangé pour faire de la place. Il s'apprête à mordre dedans quand Ruriko arrive et lui demande s'il comptait manger sans bière, que seuls les idiots font ça. Sans lui demander, elle lui sert un verre et lui fait payer. Murata remarque qu'elle a amélioré sa technique de vente et l'achète sans broncher. Il trouve qu'elle a meilleur goût que la dernière fois, probablement parce qu'il a de quoi l'accompagner. Ruriko lui dit que c'est aussi à cause de sa manière de verser la bière, que ça a son importance. Il faut laisser une couche de mousse proportionnelle au liquide. Ensuite, elle lui dit au revoir et retourne bosser. Murata est un peu triste, elle ne s'est pas assise cette fois. Il se rappelle qu'il est moche et raté, et que ce qui s'est passé la première fois n'était que de la chance. Le match devient intéressant car un vétéran très bon va frapper, avec un WRC de plus de 120. Murata est captivé mais se rend compte que sa bière est finie. Il cherche Ruriko mais a peur qu'elle se moque de lui et dise encore qu'il est amoureux. Il tente d'en acheter à une autre vendeuse, mais Ruriko apparaît et lui dit qu'elle est là pour lui. Elle a compris qu'il la cherchait. Murata tente de nier, sans succès. Ruriko lui donne sa bière et lui demande s'il comptait la tromper avec une autre vendeuse. Elle dit qu'il ne peut pas faire ça, car les vendeuses dépendent de leurs clients réguliers. Murata envisage de jouer les difficiles, mais il manque de courage. Il regarde l'autre vendeuse, plus douce. Ruriko le remarque et lui demande s'il préfère les filles plus délicates. Murata dit qu'elle se trompe. Ruriko lui demande alors s'il les préfère avec une queue de cheval en lui montrant comment ça lui va. Il devient tout nerveux, essaie de nier, mais elle continue de le taquiner en disant qu'elle va le faire tomber amoureux. Pour qu'elle se taise, Murata accepte d'être son client régulier et de n'acheter qu'à elle. Ruriko obtient ce qu'elle voulait et retourne travailler. Murata goûte la bière et se rend compte qu'elle est bonne même sans nourriture. Il se souvient de ce qu'elle lui a dit sur la façon de servir et reconnaît qu'elle maîtrise l'art. En montant les escaliers, Ruriko est ravi d'avoir son premier client fidèle.
Elle vérifie encore une fois à quel point la queue de cheval lui va bien et envisage de continuer à se coiffer ainsi. Nous voyons ensuite l'autre face du stade, la sécurité. Là travaille un vieux monsieur du nom de Ryuashi, qui est là depuis 30 ans. Il est sympa. Il garde l'entrée et vérifie que seul le personnel autorisé entre. Il connaît les joueurs, les supporters, même Ruriko. Il repère tout le monde et vire les intrus. Adorable. Son tour se termine, il va se reposer et former le nouveau. Mais le nouveau est un jeune arrogant qui a pris le poste pour avoir des autographes. Il pense que seuls les ratés restent longtemps dans ce boulot. Son collègue lui demande de baisser d'un ton, car Iga est là, il travaille ici depuis toujours. Le tour commence, ils reçoivent leurs affectations. Ce gars est assigné avec Iga. Il mange des bonbons, et son collègue lui dit que ce n'est pas permis. Il répond que c'est pour ne pas faire d'hypoglycémie. Ruriko vend quand une fillette l'appelle. Elle s'appelle Miku, a 4 ans, et a perdu ses parents. Elle fond en larmes. Ruriko la prend et l'emmène au plus vite à Iga. Après tout, elle est payée à la commission. Iga signale l'enfant perdu. Le jeune se met à dire que les parents sont irresponsables de l'avoir amené là. Ruriko le réprimande sévèrement, disant que ses paroles peuvent traumatiser l'enfant. La fillette pleure encore plus en les voyant se disputer. Ruriko la rassure, explique qu'elle la défendait, et lui montre que son nom est annoncé au micro. Iga donne un bonbon à Takimoto et lui dit de le donner à l'enfant. Il rechigne, mais Iga insiste. Il donne le bonbon, elle le mange et se calme. Iga lui dit que ses parents arrivent et qu'elle pourra toujours chercher l'homme au bonbon si besoin, bien que ça puisse être mal interprété. Takimoto a alors un flashback. Enfant, il s'est perdu dans le stade. Iga, plus jeune, l'a trouvé, lui a demandé son nom et âge, a passé l'annonce et lui a donné un bonbon. Il lui a dit que s'il se perdait à nouveau, il pourrait le chercher. Voilà le contexte. De retour au présent, les parents arrivent, remercient l'équipe. Miku leur dit qu'ils devraient jouer ensemble plus tard. Ruriko se dit qu'il vaut mieux qu'elle croie que tout cela n'était qu'un jeu et la salue militairement. Takimoto limite. Dans la salle de repos, il se change. Takimoto s'excuse auprès d'Iga, disant qu'il ne prenait pas son travail au sérieux. Il raconte s'être perdu enfant, avoir eu peur, et qu'Iga l'avait aidé. Grâce à lui, il aime encore le baseball. Iga est heureux de savoir qu'il n'a pas été traumatisé. Pendant ce temps, leur collègue et Ruriko écoutent derrière la porte, très émus. Ils réalisent que Takimoto n'est pas si idiot. Ruriko ne peut retenir ses larmes de crocodile. Dans le métro, on rencontre une femme nommée Yuki, et elle est furieuse, voire pire. Plus la station approche, plus le wagon se remplit de gens qu'elle déteste, des supporters de baseball avec leurs casquettes, leurs uniformes ornés de slogans, et leurs pancartes pour encourager leur équipe. Ils chantonnent même les chansons qu'ils vont hurler au stade. Mais qui ils croient être, ces idiots, pense-t-elle. S'ils doivent faire quelque chose d'aussi agaçant, qu'ils évitent au moins les transports publics. Elle remarque même une jolie fille en face d'elle qui lit la section sport du journal, vérifiant les statistiques des joueurs. En résumé, Yuki ne supporte pas les fans de baseball. Pourtant, elle se dirige elle-même au stade pour assister au match, comme tous ces gens. En arrivant, elle révèle qu'elle porte le maillot du joueur Kojiro. Mais ce qui l'énerve encore plus, c'est de voir plein de jolies filles encourager des joueurs plus jeunes et plus attirants que Kojiro. Ça lui tape sur les nerfs. Elle aperçoit une vendeuse de bière et décide d'en acheter une pour se rafraîchir la gorge. Surprise, c'est la même fille qu'elle a vue dans le métro, Ruriko. Cette dernière s'approche et remarque le maillot de Kojiro. Yuki, nerveuse, lui demande si elle aime ce joueur. Ruriko répond que c'est rare de voir une jeune femme porter un maillot comme celui-là, un peu comme voir une étoile filante. Yuki est de nouveau frustrée en entendant que Kojiro n'attire pas les filles les plus jolies. La raison pour laquelle Yuki est si obsédée par Kojiro, au point d'aller voir un de ses matchs malgré sa haine du baseball, c'est qu'il est son mari. Arrive le tour de Kojiro au bâton, avec 2 retraits et 2 joueurs sur les bases, un moment parfait pour briller et montrer qu'il a encore du talent. Mais Yuki entend 2 vieux derrière elle critiquer son mari. Ils disent qu'il ne vaut rien, qu'il ne pourrait même pas frapper une balle de plage, et qu'il devrait prendre sa retraite pour laisser la place à des jeunes plus compétents. Furieuse, Yuki finit sa bière d'un trait et se retourne pour les faire taire. Elle leur lance que s'ils soutenaient vraiment l'équipe, ils encourageraient tous les joueurs. Comme ils ne semblent pas comprendre, elle interpelle Ruriko, qui passe par là avec ses bières, pour demander son avis. Ruriko, un peu perdu d'être mêlé à cette dispute, répond que Kojiro a un bon WRC. Personne ne sait ce que ça signifie, alors elle explique simplement qu'il est un bon joueur. À ce moment-là, Kojiro frappe un home run, marquant 3 points. Yuki s'excuse auprès de Ruriko de l'avoir impliqué et lui achète une bière en guise de pardon. Les vieux en prennent une aussi. Ruriko sert tout le monde, amusée, en pensant qu'elle a entendu parler du WRC grâce à Murata, sans vraiment savoir ce que c'est. En quittant le stade, Yuki appelle son mari pour le féliciter et mentionne même le WRC pour lui faire croire qu'elle suit sa carrière. Quel naïf! Avant, Yuki allait au match en tant que membre de la famille et avait accès à la loge VIP, mais elle se sentait mal à l'aise si Kojiro ne jouait pas. Alors, elle a décidé d'essayer les gradins normaux pour voir ce que ça donnait. Et franchement, elle n'a pas détesté. Après le match,
Ruriko continue de lire le journal sportif, espérant en apprendre plus sur le baseball. Un collègue, Koinatezumi, qu'on appellera Koinata, parce que son nom complet est trop long, la surprend en train d'essayer de s'y mettre. Il lui demande si elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Ruriko réfléchit et lui montre une bande dessinée dans le journal. L'histoire montre deux chats, l'un explique à l'autre comment marquer 100 points en 3 manches. Étape 1, frapper un home run à la première manche. Étape 2, laisser les adversaires éliminer tout le monde dans les deuxième et troisième manches. Résultat, le score affiche 100 en 3 manches. Pas le meilleur gag du monde, mais Ruriko et Koinata éclatent de rire. Koinata réalise que la seule chose que Ruriko comprend du journal, ce sont les BD. Un autre jour, les vendeuses se préparent pour aller travailler. Sarah, une lycéenne qui bosse depuis 1 an, demande à ses collègues comment elle gère les clients qui flirtent et demandent leur numéro. Kokoro, qui travaille là depuis 4 ans, explique qu'elle change de sujet. Aona, qui a le même ancienneté, conseille de donner son compte Instagram pour gagner des abonnés. Mais la plus expérimentée, Koinata, qui est là depuis 10 ans, dit que le mieux est non seulement d'avoir des abonnés, mais de publier régulièrement pour avoir des sujets de conversation avec les clients réguliers. Ça permet de mieux les charmer. Ruriko écoute et réalise que personne ne flirte avec elle. Pire, Aona vient de commencer à sortir avec un comptable, et Ruriko se sent seule comme jamais. Pour enfoncer le clou, les filles lui demandent si on ne lui demande jamais son numéro. Blessée dans son ego, elle invente qu'un garçon, en pensant à Murata, l'a invitée à sortir. Elle lui conseille d'utiliser la technique d'Instagram et lui demande de partager son compte pour la suivre. Ruriko acquiesce, mais une fois seule, elle tente de créer un compte Instagram. Problème, elle n'y connaît rien aux réseaux sociaux. Pendant la réunion du personnel, elle continue d'essayer, mais Koinata, qui donne des consignes, remarque qu'elle n'écoute pas. Il avertit tout le monde qu'un trio de clients embête régulièrement les vendeuses et rappelle de ne jamais donner d'informations personnelles, de garder les interactions brèves et neutres, servir les bières, encaisser, point. Ruriko range vite son téléphone et marmonne qu'elle a compris, mais elle n'arrive toujours pas à créer son compte. Le match commence, et le trio de perturbateurs arrive, excité à l'idée de parler à une femme. Ils sont les idiots, et Ruriko les repère immédiatement. Il l'appelle pour acheter des bières. Elle donne le prix, sert, et suit les conseils de Koinata à la lettre. Mais l'un d'eux commence à la filmer avec son téléphone, un autre tente de la draguer en demandant son numéro. Ruriko répond qu'elle n'a pas le droit de le donner. Ils insistent, demandant où elle habite. Elle reste vague, en ville. Il pose des questions de plus en plus absurdes. A-t-elle des frères, un copain, une famille? Elle finit par lâcher qu'elle a un grand-père nommé Hidaki, 65 ans, pensant que ça n'a pas d'importance. Les trois s'excitent comme s'ils avaient trouvé un trésor. Ils demandent son Instagram, et Ruriko, exaspéré de ne pas savoir utiliser cette fichue appli, leur propose un deal. S'il lui explique comment créer un compte, ils seront ses premiers abonnés. Les types, ravis, accepte et lui explique qu'elle doit d'abord télécharger l'application et entrer ses infos. Mais Ruriko ne sait même pas ce qu'est une appli, alors ils doivent tout lui détailler. Finalement, il poste une vidéo de son agacement sur les réseaux, qui devient virale. Mais Ruriko a désormais un compte Instagram et s'amuse à l'utiliser. Une autre fille, Natsuno, est venue un jour au stade avec un ami et a été fascinée par les vendeuses de bière. Pour elle, elles étaient comme des idoles, mais au lieu de chanter ou danser, elles apportaient des bières fraîches directement à votre siège, avec leurs jolies casquettes et leurs mini-jupes sexy. Elle est tombée amoureuse de ce boulot. Naturellement, en grandissant, elle a postulé pour travailler au stade, mais il y a eu un hic. Elle s'est retrouvée à bosser dans la boutique du stade, là où on vend des repas et du poulet frit. Le patron a mal compris quel poste elle voulait, et comme elle ne sait pas dire non, elle a accepté. Natsuno voit Ruriko passer devant elle avec son uniforme stylé, et elle ressent une vraie jalousie. Au lieu d'une casquette cool, elle porte un foulard. Au lieu de montrer ses jambes en mini-jupe, elle est coincée derrière un comptoir en pantalon. C'est dommage, car Natsuno trouve qu'elle a de superbes jambes, gâchées derrière ce comptoir. Mais elle reste toujours souriante et serviable avec les clients. Elle a passé 2 ans comme ça, sans que personne ne voie ses jolies jambes. Une vraie tragédie. Un jour, le gérant la remarque un peu abattue et lui demande si tout va bien. Elle assure que oui, car elle ne sait pas exprimer son mécontentement. Pensant comprendre, il lui propose une augmentation, ce qui est terrible pour elle. Ceux qui ont eu un boulot pénible savent que ce genre de geste vous enchaîne encore plus. Le gérant croit récompenser son travail, mais Natsuno sait qu'il creuse sa tombe. Murata passe acheter à manger. Elle le sert comme si de rien n'était, mais il remarque que quelque chose cloche et lui demande si ça va. Natsuno se demande ce qu'il a voulu dire. Murata pense qu'il a été trop loin et s'en va, mais pas sans dire qu'il aime la nourriture de la boutique. Natsuno ne le voit pas comme un prince charmant venu la sauver. Le gérant, voyant qu'elle semble toujours étrange, lui demande à nouveau si tout va bien. Elle explique qu'elle est juste fatiguée après une grosse journée. Mais il pense qu'il y a autre chose et la promeut chef d'équipe, enfonçant un clou de plus dans son cercueil. En fermant, elle voit les vendeuses de bière, heureuses et fraîches,
exhibant leurs jolies jambes, et rêve d'être comme elle. Mais une petite fille, Miku, passe et la remercie pour le bon repas qu'elle lui a vendu. Ça lui fait réaliser que son travail a aussi du charme, et elle décide de s'investir encore plus et d'en profiter. Bonne nouvelle, car le gérant lui propose un contrat permanent. Quelle journée productive! Denny Young, un joueur américain de 27 ans qui joue désormais au Japon. Il écrit une lettre à ses parents, même si en réalité, il ne l'écrit pas, il la pense simplement, comme s'il la leur envoyait par télépathie. Il leur dit que tout est très humide au Japon et que les pizzas y sont petites, ce qui ne lui plaît pas. Il préfère un climat sec et des pizzas bien grandes. Il a donc l'impression de ne pas être à sa place ici et veut retourner jouer à Chicago, où il était connu et apprécié. L'interprète de l'équipe arrive et lui dit que c'est son tour de jouer. En chemin, il lui fait remarquer que c'est bien de se concentrer sur ses statistiques personnelles, mais qu'il devrait jouer davantage pour l'équipe. Mais comme on l'a vu, Denny ne s'intéresse pas vraiment à une carrière au Japon. C'est son tour de frapper. Pendant ce temps, Ruriko, une vendeuse de bière, sert des bières aux vieux habitués du stade. Ils savent que Denny est un bon joueur, mais qu'il ne se donne pas à fond. Il veut juste impressionner les recruteurs de la Ligue américaine. Donc, même s'il joue pour leur équipe, ils ne le soutiennent pas. Denny reçoit son deuxième strike pendant que Ruriko offre des bonbons aux vieux, leur rappelant que chaque fois qu'il lui achète quelque chose, l'équipe gagne. Soudain, l'un des vieux remarque que Denny les fixe alors avec un regard qui dit clairement « Je vais vous éclater la batte sur la tête ». Les vieux croient qu'il a deviné qu'il parlait mal de lui, mais en réalité, Denny est juste hypnotisé par la jolie vendeuse de bière. Il rate son troisième coup et retourne sur le banc, complètement humilié devant les recruteurs. Il obtient une seconde chance. L'équipe est menée au score, mais un joueur est sur base, donc tout reste possible. Ce joueur en profite pour voler une base au moment où Denny est censé frapper. Les vieux savent que Denny déteste ça parce que ça le déconcentre. Le joueur atteint la base suivante, mais Denny ne s'énerve pas. Il est tout sourire. Il garde les yeux rivés sur Ruriko, qui parle avec des enfants. Elle est trop mignonne. Ce n'est pas le coureur qui le déconcentre, mais la beauté de la vendeuse de bière. Il frappe alors, mais c'est une catastrophe, il se fait éliminer. Deuxième humiliation consécutive. Les vieux commencent à penser qu'il change d'attitude et qu'il se soucie enfin de l'équipe. Mais en réalité, ils ne pensent qu'à la jolie blonde qui le rend tout bête. C'est la dernière manche. Les bases sont pleines. L'équipe est toujours menée. Une seule bonne action suffirait à renverser le match. Par chance, c'est à nouveau à Denny de jouer. Il tente de se concentrer. Il se souvient que les recruteurs américains sont dans les gradins. Il doit briller pour capter leur attention. Mais le lanceur le touche violemment avec la balle. Il peut quand même courir. Il se rue vers la première base comme si la police de l'immigration le poursuivait. Mais à mi-chemin, il voit encore la vendeuse. Et là, c'est foutu. Il trébuche sur ses propres pieds et s'écroule. Par miracle, il tombe directement sur la base. Tout le monde est stupéfait. Non seulement il a amélioré le score, mais ce gars qui n'en avait rien à faire de l'équipe vient de se jeter tête la première pour la faire gagner. Personne ne se doute qu'il a fait ça uniquement parce qu'il fixait la vendeuse de bière. Le stade entier l'acclame. Denny se dit que finalement, le Japon n'est pas si mal. Il décide de rester une saison de plus et remercie la déesse du baseball, la belle vendeuse blonde de bière. L'équipe de Motorsin n'est pas très bonne. En fait, c'est l'une des pires. Mais elle est très appréciée pour sa proximité avec ses fans. Et tout cela grâce à leur mascotte, Sunshiro, une sorte de lézard. Enfin, difficile de dire à quoi il ressemble. Pendant l'échauffement, Kojiro s'entraîne au bâton, mais il perd de la puissance. Frustré, il s'assied sur le banc. Sunshiro vient s'asseoir à côté. Kojiro le salue et lui dit qu'il l'a envoyé parce qu'il est toujours de bonne humeur. Il lui confie qu'il a eu une grande carrière dans le baseball, mais qu'il pense à la retraite. Il ne veut pas finir sur le banc, incapable de frapper. Sunshiro lui écrit dans un carnet qu'il doit améliorer sa posture et lever le coude. Kojiro ne pense pas devoir recevoir de conseils d'une mascotte. Mais il commence à croire qu'il a peut-être raison. Sunshiro insiste, essaie, et va voir un psy, parce que ce n'est pas normal de confier sa vie à une mascotte. Kojiro teste le conseil. Son coup s'améliore. Il se demande alors qui se cache dans le costume. Sunshiro s'éloigne sans rien attendre en retour, comme tout héros masqué. Le match commence. Sunshiro motive la foule. Denny s'approche de lui et parle en anglais, lui disant qu'il est trop gros et qu'il ne pourra pas danser comme ça. Sunshiro lui écrit sur sa tablette qu'il n'est pas gros mais un peu enrobé. Car il s'est goinfré de pizza en apprenant que Denny reste une saison de plus. Denny répond OK, ajoutant qu'il l'emmènera à Chicago pour manger une vraie bonne pizza de taille normale. Il se rend compte que cette mascotte parle anglais. Pendant ce temps, Natsuno se détend dans le hall maintenant qu'il n'y a plus de clients. Elle se demande à haute voix si elle reverra un jour son prince charmant, c'est-à-dire Murata. Elle se rappelle que c'est un client et qu'elle n'a pas le droit de tomber amoureuse de lui. Elle se rend compte que Sunshiro l'écoute. Elle lui dit qu'elle ne faisait que penser à voix haute, comme le font tous les Japonais, et lui demande de ne pas y prêter attention. Sunshiro lui écrit un mot et le laisse sur le bureau. Il dit que l'amour est un sport sans règles, et ces mots touchent la fille.
Natsuno le remercie et reconnaît que la personne dans le costume est un expert en amour. Plus tard, dans un couloir, Ruriko fait une pause. Elle est épuisée et n'a pas beaucoup vendu. Elle pense aussi à ses parents et à un bon bain chaud. Sunshiro surgit et lui dit de se remettre au boulot, on ne la paie pas pour rêvasser. Ruriko dit qu'elle prend juste une petite pause. Sunshiro lui écrit qu'elle doit changer d'attitude ou elle ne vendra rien. Ruriko est choquée. Elle lui demande pourquoi il lui dit ça. Il répond qu'elle n'a pas bonne mine et lui demande si elle mange correctement. Elle lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Il lui répond qu'il peut l'aider si elle veut. Elle lui lance « Ok, maman, lâche-moi ». Puis elle se rend compte qu'elle vient d'appeler une mascotte maman. Une chose est de le dire à son prof, mais à une mascotte? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourtant, cette conversation lui rappelle vraiment sa mère. Sunshiro retourne dans les gradins pour interagir avec le public. Il joue avec les gens. Soudain, une balle sort du stade et fonce droit vers la tête d'une petite fille. Heureusement, Sunshiro l'arrête sans même la voir. Il lui offre ensuite la balle en souvenir, comme pour dire « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Après le match, Ruriko ne peut s'empêcher d'appeler sa mère pour lui demander si par hasard, elle serait la mascotte du club. Dans le stade, il y a un endroit appelé la base où les filles remplissent leurs barils de bière et prennent de l'eau pour ne pas se déshydrater. Ruriko y court pour un réassort. Elle a bien vendu aujourd'hui. Sa collègue lui demande si elle pense vendre 150 verres. Ruriko dit que c'est impossible. Sa collègue répond qu'avec cet état d'esprit, c'est sûr que non. Natsuno l'encourage à y croire. Mais Ruriko insiste, c'est impossible. Pendant le match, Denny enchaîne les fautes. Sur le banc, Murata observe et analyse ses statistiques. Il dit plein de trucs techniques mais comme on n'y comprend rien, on s'en fiche. Son boss l'appelle et lui dit que le travail pour la semaine prochaine a été avancé de 3 jours. Il lui confie la mission et claque des doigts. Murata est encore sous le choc quand Ruriko l'approche. Elle remarque qu'il a l'air démoralisé et lui dit qu'elle a une formule magique pour lui remonter le moral. Elle veut qu'il la dise avec elle, mais Murata la laisse chanter toute seule, ce qui est super gênant. Elle lui fait une remarque. Murata lui dit qu'il a 30 ans, qu'il n'est pas à une fête d'enfants. Elle lui facture 700 yens pour ce moment. Murata, incapable de dire non, paie. Puis Ruriko lui dit que c'était une blague. Un groupe de gars passe. Une fille dit que les vendeuses de bière sont très jolies et qu'il devrait essayer de parler avec elles. Mais un abruti dit que ce sont juste des vendeuses de caresses et que c'est dégradant. Ruriko l'entend et se vexe. Murata s'énerve et dit que ce qui est dégradant, ce sont ses fesses. Il affirme que vendre des bières ou des caresses, ce sont des métiers honnêtes et qui méritent le respect. Ruriko rougit et lui dit qu'il est passé en mode touche pas à ma meuf. Elle lui demande de répéter. Murata panique et dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Elle le remercie et repart vendre. Murata réalise qu'elle l'a encore eu, elle ne lui a même pas vendu de bière. Le match continue. Motorsin se prend une raclée. Mais Murata remarque que l'équipe garde le moral. Il ne lâche rien. Ruriko lui couvre les yeux et s'assoit à côté. Murata lui demande pourquoi elle ne travaille pas. Elle répond que les ventes ont chuté quand l'équipe a commencé à perdre, donc elle prend une pause. Murata lui demande une bière et lui dit que quand il est arrivé, il l'a vu sortir de la base. Natsuno l'encourage à se battre pour atteindre les 150 verres. Mais Ruriko lui demande d'arrêter de l'embêter avec ça. Puis elle se rappelle s'être fixé cet objectif et ça la motive. Elle lui sert sa bière tout en se moquant du fait qu'il lui accorde autant d'attention, puis s'éloigne en le laissant tout troublé. Mais seule, elle se réjouit de voir que quelqu'un s'inquiète pour elle. Murata se dit qu'il va retourner au travail et se remettre à jour. Il pense à la chanson que Ruriko avait chantée et se sent mieux. Ruriko rentre pour poser ses affaires, et découvre qu'elle a déjà vendu ses 150 verres.